Donc, madame, bonsoir, soyez la bienvenue à Oukach. Azoul Flaoun, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci infiniment pour cette invitation. Merci Monsieur Tiakout, merci à Monsieur Sinoun, merci à mon ami Saidi, je ne sais pas s'il est là, qui m'a contacté sur Facebook. Donc je suis ravie d'être là parmi vous et je suis ravie d'être invitée par le célèbre café littéraire d'Aoukas. Donc merci beaucoup. Et merci aussi de m'offrir cet espace et cette occasion de parler de ce drame. Vous savez tous ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 jours à Annaba, le scandale qui s'est passé le 4 au soir à Annaba et qui vient s'ajouter aux scandales, aux nombreux scandales qui font maintenant notre quotidien. Donc, et qui vient justement contredire tous ceux qui sont en train de crier, à qui veut les entendre, que le racisme n'existe pas en Algérie, que nous autres Algériens ne sommes pas des racistes. Donc voilà, donc je suis ravie et je vais être peinée parce que c'est un livre qui est très voilà, bouleversant et poignant, quand j'ai commencé à l'écrire. Donc j'étais comme tous les Algériens, je me doutais que le parcours de ces migrants n'était pas rose, mais j'étais loin d'imaginer l'ampleur de leur souffrance et j'étais encore très loin d'imaginer le degré de nos mots MAUX, de notre racisme, de notre xénophobie, de notre ethnocentrisme qu'on ne dit pas. Et donc, je suis ravie et en même temps, je suis peinée parce que chaque fois que je parle de ce livre, je me remémore tout ce que toutes les recherches que j'ai faites, toutes les vidéos que j'ai revues et je ne peux pas être, disons, sereine. Et donc, je vous prie de m'excuser si quelque part je suis un peu passionnée dans mon discours ou si je suis un peu émotive. Donc, Saint-Augustin avait dit, et je pense que c'est une citation, une phrase que tout le monde connaît, à force de tout voir, on en vient à tout supporter, et à force de tout supporter, on en vient à tout accepter. Et je crois qu'on est dans cet état-là. Nous avons vu ces gens venir dans notre pays, nous avons vu ce qu'on leur faisait subir comme exaction, comme injustice, et nous n'avons pas réagi, nous avons accepté cela. Aujourd'hui, comme si cela, c'est-à-dire cela ne nous aime plus, ne nous dérange plus, comme si cela était normal, comme s'il est tout à fait normal d'être raciste envers ces gens-là, envers ces gens. Et donc, ce qui m'a vraiment poussé à écrire ce livre, le déclic si vous voulez, ça a été 2 événements qui se sont passés, ils n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre, et qui ont été partagés, surtout un qui a été partagé par les réseaux sociaux. Je pense que sûrement vous en avez entendu parler. C'était un enfant qui a été balancé à travers la vitre d'un bus par le chauffeur de ce même bus. Voilà. Donc bien sûr, ça a suscité l'indignation de tous les internautes, tout le monde a critiqué, tout le monde s'est indigné. Mais notre problème, c'est que notre indignation s'arrête là. On s'indigne, on clique sur les émoticônes tristes ou en colère, et puis après on a la conscience tranquille. J'ai l'impression que ces réseaux sociaux, ce Facebook est devenu comme ce qu'il y avait quand j'étais petite, ce qu'on appelait le papier buvard. Il absorbe notre trop-plein de colère, et puis après c'est comme ça, il s'est. Donc ça, c'était le premier incident. Le deuxième incident, c'était presque la même chose, ça s'est passé à Bouzouéra, la même chose pratiquement, c'est une personne très proche de ma famille, une parente qui m'a raconté, qui était présente,
Ils étaient dans le bus, ça s'est passé aussi dans un bus, ils attendaient que le bus soit plein pour démarrer. Et donc un petit subsaharien monte dans le bus et le chauffeur le semble de descendre. Il rudoie plutôt, donc le garçon descend et comme il est mécontent, il donne un coup de pied dans la tôle dans le bus. Et voilà que le chauffeur se met en colère et il s'acharne, il descend, il se met à tabasser ce garçon, mais avec une telle hargne, une telle férocité, mais avec des coups de pied, en lui répétant à chaque fois tu veux me casser le bus, le bus, comme ça, sur un garçon de 8 ou jusqu'à ce que finalement les passagers interviennent et mettent fin à ça. Donc c'est ces deux incidents qui m'ont poussé. On a parlé de ça sur Facebook pendant 2 ou 3 jours et puis après plus rien. Donc c'est ce qui m'a décidé à écrire ce livre et m'a poussé à faire de plus amples recherches. Et à cette époque-là, j'étais à Tamnasset, je vivais à Tamnasset. Et il m'arrivait de faire la route vers Ingezem, de prendre la route en allant de Tamnasset vers Ingezem. Et là, c'était à chaque fois, on les rencontrait, c'est-à-dire on les voyait à une trentaine de kilomètres de Tamnasset, parfois un peu, ça dépend de l'endroit où on les avait, les passeurs les avaient déposés. Donc ils remontaient en file indienne vers Tamnasset, exactement comme sur cette image-là. Bon, cette photo-là, elle n'est pas prise à Tamnasset, elle est prise à Arak, c'est entre Insalah et Tamnasset. Mais à Tamnasset, c'était pareil. Les passeurs les déposaient, parce qu'il y avait un barrage, un checkpoint, donc il les déposait un peu avant, et à une trentaine de kilomètres de Tamnasset, et il rejoignait Tamnasset à pied. Donc il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants, il y avait des bébés qui venaient, et c'était pratiquement un spectacle quotidien. Et il y a une plante la colocanthe, voilà. Voilà, il y a une plante qui pousse dans le sud, et même ici en Kabylie, parce que mon éditeur m'a dit qu'ici en Kabylie, vous l'appelez l'éplo, je crois. C'est ce qu'il m'a dit. Elle est amère, c'est amère. Il y a une plante, enfin une sorte de cucurbitacée, qui pousse, mais alors elle pousse sur des, sans exagérer, sur des dizaines de kilomètres carrés. Donc c'est un fruit, ça produit un fruit extrêmement amer, qui n'est pas comestible, mais qui est utilisé en médecine traditionnelle. Et je me rappelle une fois, j'ai eu cette pensée, je me suis dit, mon Dieu, ces gens-là, leur voyage, leur parcours doit être aussi amer que cette colocanthe-là. Et j'ai voulu donner ce titre à ce livre, j'ai voulu l'appeler « La route de la colocanthe ». C'est le titre que j'avais proposé à mon éditeur. Mais bon, vous savez comment ça se passe dans le monde de l'édition, donc on n'a pas tellement trop le choix quand il s'agit du titre. Donc, mon éditeur a trouvé que ce n'était pas un titre vendeur et donc il a préféré une Odyssée africaine. Voilà. Donc pour ce qui est pour le titre. Donc pour résumer rapidement ce livre, il s'agit de 4 personnes, 3 hommes et une femme. Le personnage principal, c'est Afi. C'est une Congolaise. Donc, donc je me suis, avant cela, je me suis donc intéressée à ceux qui ont transité par l'Algérie. Vous avez certains qui font, donc ils passent par le Niger. Donc ils vont donc à Samaka, Ingezem, Tamnasset, et puis après ils vont à Insalah, Gardaya, et puis à Gardaya soit ils vont vers Oran, et de là ils vont au Maroc, parce que leur but ce n'est pas de rester en Algérie, c'est d'aller au Maroc et de là rejoindre l'Espagne.
D'autres, ils vont à Alger, histoire de travailler un peu, d'amasser un peu d'argent, et puis rejoindre Oran aussi d'Alger. Et il y a aussi d'autres qui viennent du Niger et qui font par la ils vont en Libye et de là ils vont en Italie. Et vu ce qui s'est passé en Libye, ils sont très rares quand même. Donc je me suis intéressée uniquement aux gens qui ont transité par l'Algérie. Et donc j'ai essayé, quand j'étais à Tamnasset, donc j'ai pu inviter certains migrants subsahariens, discuter avec eux, avoir... Et par la suite, donc je l'ai terminé parce qu'après je suis remontée, plutôt redescendue sur Alger. Et donc là-bas aussi, j'ai contacté une certaine Afi qui travaillait dans un hammam. Et donc, qui m'a un peu raconté son histoire, et donc j'ai pu avoir donc c'est l'histoire, comme j'ai dit, de 4 personnes, donc 3 hommes et une femme, une Afrique et congolaise qui vient du Congo, il y a un Camerounais, et il y a 2 Nigériens, un chrétien et un musulman. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce voyage, ils vont faire un voyage, une traversée infernale, un voyage qui, avec les techniques d'aujourd'hui, devrait prendre quelques heures. Figurez-vous que dans la majorité des cas, la normale, le temps normal, c'est 5 à 6 ans, ces gens-là. Afi, elle a mis 11 ans. Et c'est une histoire vraie. C'est-à-dire, elle a mis 11 ans. Elle a commencé, parce que le transport là-bas est très cher. Donc, elle a commencé par les fleuves. Donc, elle a remonté par le fleuve Congo. Après, elle a dû prendre avec des passeurs et s'arrêter à un certain moment, travailler, amasser, parce qu'à chaque fois, ils sont soit arnaqués, soit raquetés, soit volés, soit... Donc, même s'ils ont, au départ, ils ont l'argent nécessaire pour le voyage, mais ils sont toujours volés au bout d'un certain moment et ils sont obligés de se réapprovisionner en quelque sorte. Donc, elle a mis 11 ans pour arriver au Maroc. Et encore, elle n'a pas pu aller à Melilla, elle n'a pas pu aller en Espagne. Donc elle a été refoulée et son parcours s'est arrêté à Fès. Un autre, il est parti en Libye, lui malheureusement il n'a pas pu, il a été vendu là-bas comme esclave et puis après il a été assassiné. Et ses parents n'ont même pas pu récupérer sa dépouille. Donc voilà, pour ne pas trop raconter toute l'histoire, donc un petit résumé du vécu et de la traversée infernale de ces gens-là. Et donc, ce n'est pas un essai sur la migration. Je n'ai pas essayé de faire quelque chose de scientifique. J'ai essayé de raconter ma colère, mon désappointement vis-à-vis de ce que ces gens-là vivaient chez nous et de ce que nous, Algériens, leur faisions. Quand j'ai écrit, par exemple, sous le pavillon d'Eraïs, j'ai parlé de la ville d'Alger entre le 16e et le 17e siècle. Et donc, Alger, à cette époque-là, comme d'ailleurs pas qu'Alger, toutes les villes d'Algérie, ouvraient leurs bras à tous les autres pays, à toutes les nations. À Alger, et je suppose que à Bougie, à Tlemcen, partout, à Alger, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des anglais, il y avait des italiens, il y avait des français, il y avait des... Et tout le monde vivait en bonne intelligence. Donc il n'y avait pas... alors que là, on dénie même l'humanité de l'autre. Parce que
tu es noir, tu n'es pas un être humain. Afi, le personnage principal, c'était une femme qui travaillait dans un hammam. Elle a 30 ans, maintenant je ne sais pas, j'ai perdu ses coordonnées, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Donc je l'avais une fois rencontrée là-bas, je lui ai parlé. Donc elle m'a dit, elle avait 30 ans, elle avait une licence ou un master, je ne sais plus, en marketing. Et elle travaillait comme Tayyaba. Son mari travaillait dans un chantier, il était un cadre dans son pays, et était venu donc travailler dans un chantier. Et elle, quelques mois plus tard, elle le rejoint avec sa petite fille de 6 ans, et ils vivaient tous les trois dans le chantier. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi vous ne louez pas, elle me dit, vous savez, ce n'est pas une question d'argent. L'argent, on arrive à en avoir avec ce que mon mari fait, avec mon pouvoir, avec ce que j'arrive. Mais je ne sais pas pourquoi les Algériens ne veulent pas louer aux Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. C'était ses propres mots, elle me dit, les Algériens n'aiment pas les Noirs. Elle avait 30 ans. Elle avait l'âge de ma fille. Il y a 1 an et demi que je l'ai interviewée, que je lui ai posé ces questions. À ce moment-là, elle m'a dit, demain c'est mon anniversaire, je vais avoir 30 ans. Je me suis dit, mon Dieu, elle a l'âge de ma fille. C'est... donc comme je disais, ce n'est pas, je n'essaye pas d'analyser, j'essaye juste de parler ou de sensibiliser sur notre comportement vis-à-vis de ces gens. Bon, bien sûr, comme tout le monde, je me pose la question, qui est responsable, après tout? D'abord, pourquoi sommes-nous devenus comme ça? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a fait que... bon, on va en débattre si vous voulez après. Moi, je suis arrivée à 2 conclusions. Elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être, je ne sais pas, mauvaises. Il y a d'abord pour moi, il y a cette société, cette mondialisation, cette société de consommation. Aujourd'hui, nous sommes devenus des accumulateurs. On ne pense qu'à accumuler, qu'à acheter. On est tourné, on est soi-disant, comme ces sociétés dites, tournées vers la modernisation. Et du coup, donc on a oublié toutes nos valeurs. Avant, les Algériens étaient solidaires, on était connus pour notre solidarité, pour notre générosité, pour notre hospitalité, pour notre compassion. Maintenant, on ne pense qu'à, il y a un nouveau téléphone, je vends le mien et j'en achète un autre. Il y a un nouveau téléviseur, je vends le mien et j'en achète un autre. Et du coup, donc, selon certains experts, c'est l'individualisme qui est le corollaire justement de cette société de consommation. Sans qu'on se rende compte, on devient de plus en plus égoïste, de plus en plus individualiste, et justement on devient aveugle, on ne voit plus l'autre. Il n'y a que moi qui compte, l'autre n'existe pas. Et il y a bien sûr aussi, et ça j'en suis parfaitement convaincue, c'est le discours intégriste, religieux, qui veut que nous, musulmans, soyons la meilleure société, que nous soyons mieux que les chrétiens, mieux que les juifs, mieux. Et ça, je tiens l'école pour responsable, c'est-à-dire on enseigne ça dans nos écoles. C'est enseigné. L'école enseigne la haine de l'autre. Pourquoi? Donc, je me dis, on s'étonne de ce qui s'est passé à Annaba il y a 3 ou 4 jours, mais on ne devrait pas s'étonner. C'est une conséquence tout à fait logique de ce que nous enseignons depuis des décennies. On ne fait que ça. On enseigne à nos enfants de ne pas aimer le chrétien, de ne pas aimer le juif. Il n'y a que lui, le petit musulman, qui compte. Il y a, et donc c'est comme les nazis. Hein? Comme les nazis.
La race supérieure. Oui. C'est le racisme. Voilà. T'as pas les yeux bleus, tu vas mourir. Voilà, comme vous le dites. Et donc, à mon avis, c'est, je ne sais pas, il doit y avoir, les experts vous diront, il doit y avoir d'autres raisons, les gens qui font des études sérieuses, qui ne sont pas dans l'émotion qui nous font voir. Mais je pense que, à mon sens, ça, en tout cas, du moins, ça a exacerbé ce sentiment raciste. Il y a quelques jours, j'animais un café littéraire et il y a beaucoup d'intervenants, quand j'ai parlé du racisme, qui m'ont dit « Non, madame, nous ne sommes pas racistes. Nous sommes xénophobes, mais nous ne sommes pas racistes. » Je me dis, il ne faut pas... justement, c'est ça notre malheur, c'est qu'on refuse d'appeler les choses par leur nom, on refuse de dire la vérité, on refuse de regarder la vérité en face. Nous sommes racistes, assumons-le, assumons-le, nous sommes racistes. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes racistes. C'est quoi le racisme? C'est une idéologie qui est basée sur, à tort bien sûr, sur la notion d'existence de plusieurs races, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs races humaines. C'est selon un certain sociologue ou un certain... d'après lui, le racisme est la... comment dire? Et la croyance que les différences biologiques innées conditionnent l'accomplissement intellectuel et individuel. C'est-à-dire, je suis plus intelligente, non pas parce que... ou plus compétente, non pas parce que j'ai travaillé ou parce que je... Non, je suis plus compétente parce que je n'ai pas la peau noire. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire parce que tu es noir, donc automatiquement tu es bête, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Mais alors que c'est... Moi j'ai vécu dans le sud. J'ai vécu plusieurs années dans le sud et croyez-moi, le racisme existe. On parle, j'étais dans un lycée où un parent, j'avais une collègue noire qui enseignait. Une fois, elle a fait renvoyer l'élève. Et ben, le père, il est venu la rouspéter et a dit clairement qu'il ne voulait pas qu'une noire, qu'une abda, pour bien utiliser son terme. D'ailleurs, il utilise le terme abda, qu'une abda exclut son fils. Abda qui veut dire esclave. Qui veut dire esclave. Voilà. Et c'est utilisé hein, sans aucun... C'est pas haram. Voilà. Hein? C'est pas haram, l'esclavagisme. Donc voilà, alors que la xénophobie, et on est aussi xénophobe, hein, on est raciste et on est xénophobe. La xénophobie, c'est un sentiment, c'est une peur, c'est la peur de l'autre. Donc nous, on est raciste et on est xénophobe parce qu'on a peur de l'autre, on a peur de ce que peut nous apporter celui qui vient d'ailleurs, de ce qu'il va apporter comme changement chez nous. Et donc on se replie sur nous, nos valeurs sont les meilleures, nous sommes les meilleurs, etc. Donc voilà, moi personne ne viendra m'enlever de la tête que nous Algériens, nous sommes racistes, qu'on ne veuille ou pas. Et tant qu'on n'a pas admis cette vérité, ça ne changera pas d'ailleurs. Et je pense qu'il faut commencer par ça, commencer par admettre que nous sommes racistes, par admettre que nous sommes xénophobes et ethnocentriques, et après essayer de voir comment s'en sortir, comment remédier, comment régler ça. Bon, bien sûr, il n'y a pas, tout ça a une raison, c'est-à-dire pourquoi nous sommes devenus comme ça. Je ne sais pas, vous êtes au courant du problème qu'il y a entre l'Italie et la France, l'Italie qui vient d'accuser, voilà, exactement, voilà, et c'est pas, il n'y a pas de fumée sans feu, bien sûr. Et d'ailleurs,
si vous consultez Internet, vous allez voir que la France est impliquée dans 22 assassinats de présidents africains. Donc, si les Européens, donc je le dis, c'est-à-dire dans mon livre, en filigrane, vous allez trouver à chaque fois que j'accuse cet Occident du malheur de ces Africains et de ces subsahariens. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas venir chambouler leurs traditions, puis, enfin, nos traditions, parce que nous sommes tous dans le même bateau, ils ne peuvent pas venir chambouler nos traditions, notre culture, piller nos richesses, et après s'en sortir sans problème. Donc ce qui arrive ici en Afrique, ce qui arrive actuellement en Afrique, cet exode est aussi le fruit et la conséquence du colonialisme et de tout ce qu'a fait et ce que fait encore l'Europe et notamment la France. 22 présidents assassinés, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait des historiens et qu'il y ait des preuves à cela. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On peut citer par exemple voilà, on peut citer aussi le président togolais, Sylvianus Olympio, parce qu'il avait voulu changer la monnaie, le CFA, le franc CFA. Il a voulu, le dernier c'est Thomas Sankara. Voilà, qui a été assassiné, Thomas Sankara, le Che Guevara africain comme on le surnomme. Il y a aussi un président nigérien qui a voulu indexer le prix de l'uranium sur celui du, comment on l'appelle, le kilowattheure. Parce que le prix du baril du pétrole avait flambé, son uranium était bradé. Donc, et à chaque fois, comme par hasard, juste après ça, il y a un coup d'État, et puis le président est assassiné. Donc moi, comme disait M. Diacoud, je suis mathématicien de formation, donc je ne crois pas tellement au hasard. Donc une fois d'accord, deux fois, trois fois, mais après, on se pose de sérieuses questions. Donc, il y a une question qu'on se dit, mais alors pourquoi ces gens-là ne retournent pas chez eux? C'est tellement invivable, si dur chez nous, pourquoi ils ne retournent pas en fin de compte chez eux? Tout simplement parce que le retour est impossible. Vous savez, pour qu'un bonhomme de là-bas vienne ici en Algérie, c'est pratiquement toute la tribu qui contribue, toute la famille qui aide, qui emprunte, qui met plein d'espoir en lui. Et donc le retour signifie, l'échec signifie la honte. Et puis il y a aussi ceux, malheureusement, même chez nous, ça se fait, ceux qui entretiennent ce mythe. Ils vont là-bas, pardon, ils crèvent la dalle comme on dit. Et puis après, parce qu'on a une monnaie de singe, quand ils viennent ici, ils nous font croire qu'ils roulent la carrosse. Et donc, là, ils font la même chose en Afrique. Il y a une écrivaine sénégalaise qui a dénoncé ça, Fatimatou Diallo, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, justement, qui a, lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a dit la vérité à ses compatriotes. Elle leur a dit, aux gens de son village, elle habitait, elle, dans une île, donc aux gens de... Elle leur a dit, moi j'ai travaillé comme femme de ménage. Et là, il fallait voir la déception de ces gens-là, parce qu'ils la voyaient comme quelqu'un de... Et là, ils n'en revenaient pas. D'ailleurs, ils ne voulaient même pas y croire. Non, c'est pas vrai. Maintenant, tu nous reviens avec si bien habillé, si bien avec tout cet argent, tout ce... Et tu ne peux pas être là-bas comme femme de ménage. Et je me rappelle, quand j'étais en train de faire mes recherches, il y avait un témoignage d'un migrant. Bon, celui-là n'était pas africain, c'était un Afghan, je crois, ou un Pakistanais, qui croyait, dur comme fer, qu'à Paris, tous les week-ends, des avions arrosaient Paris de parfum.
Il le croyait, hein, il avait entrepris aussi un voyage impossible avec des passeurs à travers des montagnes, et à chaque fois, il répétait ça à Paris, quand on va à Paris tous les week-ends, et arrosé de parfum. Donc c'est pour ça que ces gens-là ne peuvent pas retourner chez eux. Donc ils préfèrent rester, plutôt mourir que de retourner. Quelqu'un avait dit lors d'un témoignage, parce qu'il avait peur d'être rapatrié, autant, si jamais je dois être rapatrié, ou je préfère me jeter par le hublot de l'avion que de rentrer chez moi. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui retournent chez eux de leur propre volonté. Et d'ailleurs, même ceux qui retournent chez eux, qui sont rapatriés de force, ils reviennent. Hein. D'ailleurs, maintenant, ils le disent un peu, il y a un peu d'humour dans toute cette histoire. Ils disent merci à l'Algérie qui nous permet d'aller rendre visite à nos parents et de retourner après en Algérie. Parce qu'on les prend, on les met dans un camion, on les emmène au Niger, et ils voient leurs parents, ils emmènent plein de bagages et de vêtements chez eux, et quelques mois après, ils retournent. Donc, bien sûr, merci l'Algérie. Et moi, il y a une chose que je ne comprends pas, et je vais terminer avec ça, c'est que pourquoi on n'a pas essayé de trouver une solution gagnant-gagnant. Pourquoi toute cette manne ouvrière qui est venue, qui ne demande qu'à travailler, pourquoi on n'a pas essayé de régulariser leur situation, de leur offrir un permis de travail? Ils pourraient faire scolariser leurs enfants, louer des appartements et des logements décents, vivre décemment, et en même temps nous faire profiter de leur travail. Je ne comprends pas. Donc on a, comme disait le célèbre pasteur allemand, Niemeyer, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit parce que j'étais protestant. Et puis, ils sont venus me chercher et il n'y avait personne pour dire quelque chose. Donc, la même chose, nous, on n'a rien dit, on a vu ces gens-là déferler sur nous, on ne s'est pas posé des questions. Pourquoi ces gens-là fuient leur pays? Que se passe-t-il? Et maintenant, nous sommes confrontés au même phénomène, au phénomène des Habara. Avant, on voyait des morts noirs dans la Méditerranée. Maintenant, c'est des morts avec une peau blanche dans la Méditerranée. Voilà. Merci.